Bonjour, je remercie évidemment Nouria et Cinéma en Course de m'avoir invité, mais je suis très content de voir cette salle, parce qu'il y a quelque chose dans cette salle qui est moins fréquent en France, c'est le fait qu'il y a des gens de très différentes générations. Voilà. Et en France, maintenant, la cinéphilie, c'est des gens vieux, et les jeunes qui viennent là, c'est parce qu'ils sont étudiants en cinéma et tout ça. Au milieu, il n'y a rien. Il n'y a plus grand-chose. Donc ici, je vois que la transmission, elle se passe de génération en génération, et c'est la seule façon, effectivement, qu'elle se passe bien. Alors, je commence par ça parce que c'est une image que j'aime beaucoup. En fait, c'est l'atelier de Bonnard qui a été photographié par Cartier-Bresson. Et ça dit beaucoup de choses sur la création et sur le sujet dont on parle. D'abord, ça dit que la création, c'est pas propre. Le mur est tout sale, tout fissuré. Les trucs de peinture en bas, c'est pas bien rangé. Et puis, il y a ces cartes postales qui sont punaisées à peu près n'importe comment. Donc, il y a à la fois ces images, et puis il y a les outils de travail du peintre. Et quand on regarde ces images, on se dit qu'il a ça dans la tête, puisqu'il les épingle sur son mur. Et on ne voit pas du tout, a priori, le rapport entre ces images et l'œuvre de Bonnard. Et pourtant, il y en a forcément un, puisque s'il les a mis là dans son atelier de travail, c'est qu'il a ça, c'est que ça l'aide à créer. Ou à un moment, il a besoin de ça pour créer. Donc, vous voyez, il y a un Picasso. On n'imagine pas peintre plus éloigné de Bonnard que Picasso. Il y a un Renoir en bas. Il y a une statue antique. Bref, il y a des choses qui pour nous, si on regarde le tableau de Bonnard, semblent très éloignées du travail de Bonnard. En fait, non. C'est évident que tout ça, s'il le met là, c'est parce qu'il en a besoin pour faire ses propres tableaux. Alors, bon, je suis content de faire ce travail parce que c'est une chose sur laquelle je travaille depuis quelque temps, qui est l'histoire des passages secrets. Comment les choses se transmettent ou passent, comment il y a de l'ADN qui passe d'un film à un autre. Parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est de l'ADN. Alors, je vais juste parler par principe au début de cette question des cinéastes qui refont des morceaux d'autres films. Le plus grand, évidemment, c'est Brian De Palma. Brian De Palma a fait ça toute sa vie. C'est-à-dire que toute sa vie, il a dans la tête, par cœur, Hitchcock, tous les films d'Hitchcock, et en particulier des séquences. Il ne peut pas faire un film sans retravailler cette séquence. C'est par exemple celle de la douche de Psycho. La douche de Psycho, c'est rentré dans son cerveau quand il a vu le film pour la première fois, et il ne peut pas s'empêcher que ça revienne dans ses propres films. Donc la douche, on la trouve dans Carrie, la première fois déjà dans Carrie, c'est le début du film, c'est absolument magnifique. On la retrouve dans Pulsion. Dans Pulsion, il y en a même deux de douches. On la retrouve dans Blowout, c'est le sujet du film. C'est-à-dire qu'il faut trouver le cri de la fille sous la douche qui se fait poignarder. Et dans Body Double, où c'est aussi très très important, voilà, c'est quelqu'un qui est obsédé par quelque chose, mais il le sait. C'est-à-dire que là, ce n'est pas des passages secrets, c'est des passages très très conscients. C'est-à-dire De Palma retravaille la scène et pas du tout à la façon de... C'est pas par impuissance créative. De Palma est un très grand créateur de formes. Donc c'est pas parce qu'il pourrait pas faire mieux. Il essaye de retravailler à partir de cette scène, et il a dit une fois, j'aime beaucoup ça, il dit quand il a fait Blowout, évidemment son modèle c'était Antonioni, mais il dit finalement mon film est meilleur que celui d'Antonioni. Au total, le retravail que j'ai fait sur le film a amélioré le film qui me servait de modèle, enfin, pour faire... et je ne suis pas loin de le penser, mais bon. Alors, il y a aussi la question, j'en parlerai très très peu, du remake. Le remake est un genre social... Enfin, le remake, c'est quelque chose qui a à voir avec l'industrie, avec le remake. Et le remake est toujours absolument conscient.
C'est-à-dire qu'un cinéaste qui fait un remake, il repart du scénario, il réinvente l'histoire. Et le remake, c'est quand un film sert de modèle à un autre, mais de modèle conscient. Alors, ce qui m'intéresse plus, c'est les cinéastes qui font plusieurs fois le même film pour eux-mêmes. Évidemment, Léo McCarré, qui va faire 2 fois Elle et lui, en 18 ans d'écart. Il va raconter l'histoire une fois, et 18 ans après, il va re-raconter la même histoire. Et puis, le plus maniaque de tous, c'est Howard Hawks, qui va refaire 3 fois le même film, Rio Bravo, en plus c'est sur des périodes très longues, Rio Bravo en 53, Eldorado en 66 et Rio Lobo en 70. Il reprend les mêmes scénarios et il fait basculer un peu voilà. Alors, et il y a quelqu'un qui a été lui aussi complètement dans ce processus de création, c'est Ozu. Ozu n'a pas arrêté de refaire les mêmes films, à tel point que parfois, dans un film, du début, par exemple, il y a une actrice qui joue la fille, et 20 ans après, elle joue la mère. C'est-à-dire que la structure est la même, et c'est juste, il fait glisser les acteurs, si vous voulez, d'un film, en fonction de leur âge, à ce qu'il est devenu. Alors, un remake, ça peut être très créatif ou pas. Il y a des remakes qui sont purement de l'ordre de l'économie du cinéma. On fait un remake parce que le film est dans les têtes des gens et du coup on pense que les spectateurs vont venir. Donc un remake, c'est pas forcément servile, c'est pas forcément commercial. Ça peut être créatif et ça peut être pas du tout créatif. Bon, je prends un exemple. Clair, c'est que Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk est un film qui a servi à Fassbinder. Fassbinder a fait tous les autres s'appelle Ali à partir de ce film-là, mais c'est à peine si on le voit. Je veux dire que le travail de transformation que fait Fassbinder est tel que il y a des spectateurs qui peuvent voir le film sans penser à Sirk, à tout ce que le ciel permet. Et puis après, il y a eu donc cette adaptation de Todd Haynes, Loin du paradis, où là, on est dans vraiment la reprise exacte, y compris esthétiquement, de ce qui constituait la matière, constituait le film, qui était le modèle, si vous voulez, pour lui. Et puis, il y a des cas, je pense aujourd'hui à Suwa, qui pour moi est un des très très grands cinéastes contemporains. Suwa a refait Voyage en Italie, mais sans le dire. C'est-à-dire que c'est le film qui s'appelle Un couple parfait. Quand on le regarde en détail, c'est très exactement un remake de Voyage en Italie, mais ça ne se voit pas. Mis à part peut-être la séance du musée, où il remplace le musée de Naples par le musée Rodin. Mais en gros, ça ne se voit pratiquement pas. Or, dans sa tête, lui, il est en train de refaire le Voyage en Italie. Alors, c'était juste pour parler de ça, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ça ne sera pas le remake, ni la citation, parce que la citation, c'est quelque chose qui est affiché. Le cinéaste, c'est comme si on ouvrait des guillemets en disant, voilà, je cite tel plan, ou je cite tel... Je vais parler de choses qui sont plus secrètes, enfin, ou plus intérieures, entre les films et entre les cinéastes. Et ces filiations, pas toujours visibles, évidemment, elles constituent une transmission indirecte du cinéma entre les gens qui font les films. Et il y a certaines de ces filiations, le public ne les voit pas, puisqu'elles ne sont pas là pour être vues. Et même, parfois, ça m'intéresse beaucoup, le cinéaste lui-même ne le sait pas. En tout cas, c'est dans sa tête, mais il ne le fait pas consciemment. Il va se trouver à reprendre une scène, une structure, un plan, et il peut être très surpris après avoir fait le film quand quelqu'un lui dit « mais tiens, là tu as refait tel plan de tel film ». Et
ça arrive que le cinéaste le reconnaisse, mais ils disent, mais je ne l'ai pas fait exprès. En tout cas, quand je l'ai fait, je n'en avais pas conscience. Donc c'est assez beau, ce passage, si vous voulez, comme ça, entre des cinéastes qui sont très profonds, qui sont de l'ordre de l'ADN et pas de l'ordre de la conscience, si vous voulez, de ça. Alors, il y a des films dans l'histoire du cinéma, disons, depuis 60 ans, il y a des films qui sont plus séminaux que d'autres, qui sont des films dans lesquels les cinéastes des générations suivantes vont venir puiser des choses. En tout cas, c'est des films qui vont s'impressionner dans le cerveau et dans les sentiments de cinéastes qui les ont vus, et ça va revenir de façon très différente dans leurs propres films. Alors il y a des films matriciels, ou enfin, séminaux et plus juste, qui vont avoir une très grande... Leur ADN était tellement fort que leur ADN va passer dans beaucoup de films après, et y compris des films de plusieurs générations. Donc je vais parler, évidemment, alors, il y en a 3 en tout cas, dont je vais parler aujourd'hui, entre autres. Il y a Le Voyage en Italie de Rossellini, qui a été un film incroyablement séminal. C'est-à-dire le nombre de cinéastes qui, après avoir vu ce film, ont été hantés par ce film, ont été habités par ce film, consciemment et inconsciemment. Il y a Monica de Bergman, qui a joué un rôle assez important dans la Nouvelle Vague, et fondamentalement chez Godard. Et puis il y a Pickpocket de Bresson, qui est un cas unique, je pense. Quand Bresson fait Pickpocket, tous les cinéastes qui étaient jeunes, moins jeunes, qui étaient alors en activité, ont été complètement sous le choc. Pickpocket a été... C'est rare qu'un film... tous les cinéastes se disent... voilà, c'est essentiel ce film pour moi, c'est essentiel pour le cinéma. Le film de Bresson s'est inscrit directement dans les têtes. Je vous montrerai quelques exemples. Ça peut être dangereux, ça, puisqu'il y a des cinéastes comme ça dont le film est tellement marquant dans les têtes des cinéastes qu'il y a certains qui ont du mal après à s'en dégager. Et ça a été le cas de Pickpocket. Quand Téchiné fait son premier film, il copie Bresson, si vous voulez. Enfin, en tout cas, il est tellement habité par Bresson qu'il n'arrive pas à faire son cinéma. C'est un cas comme ça de possession d'un cinéaste débutant par quelque chose qui est tellement fort et essentiel qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors, ce passage d'ADN entre un film et des cinéastes d'après, c'est devenu évidemment très important à partir du moment où les cinéastes ont appris leur métier en regardant des films. Ils ne sont pas allés à l'IDEC pour apprendre leur métier, ils ne sont pas allés à l'université, ça n'existait pas. Ils ont appris à faire du cinéma en allant voir beaucoup de films. Donc ça a été évidemment le cas de la Nouvelle Vague, qui a été... la Nouvelle Vague n'a pas eu de cours, n'a pas eu de prof, n'a pas eu... leur seule activité d'auto-formation, c'était d'aller voir 4 films par jour et d'en parler entre eux. Et ça a suffi. Il n'y avait pas besoin d'autre chose. Après, bon, il y avait quand même les cahiers du cinéma. Il y avait Bazin qui donnait un peu forme à tout ça, mais quand même, c'était leur formation, elle est essentiellement par imprégnation des films vus et des films qui, du coup, les ont aidés à trouver leur propre mode de faire des films après. Et après, il y a eu évidemment le cas de la génération suivante aux États-Unis, la génération de Palma, enfin, la génération cette nouvelle vague, si on peut dire, américaine, qui après a tourné vers l'industrie. Mais au départ, c'était quand même des gens qui venaient, qui avaient été très impressionnés par le cinéma de la nouvelle vague. Et tous à peu près, même Lucas, voilà. Donc ça a été eux mais eux, ils sont allés à l'université. C'est pas un défaut, mais je veux dire qu'eux, ils ont été à la fois...
des cinéphiles fous. Ils ont vu tout ce qui arrivait, mais surtout le cinéma européen. Et en même temps, ils étaient étudiants en cinéma. Donc, c'est pas que la nouvelle vague c'était pas des étudiants en cinéma, puisque l'étude cinéma n'existait pas. Tandis que la nouvelle vague américaine, enfin disons la génération Coppola et tout ça, eux, en général, ils ont suivi des cours dans une université d'art où il y avait du cinéma, pas des voilà, et pas tellement des écoles de cinéma finalement. Je me rends compte, je parle de cette génération-là. Alors, une autre question qui se pose dès le début, c'est dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un cinéaste, comment ça se passe le moment de l'imprégnation? À quel moment ça se passe quand quelqu'un qui ne sait même pas qu'il va être cinéaste ou qui sait qu'il veut être cinéaste voit un film et ce film rentre de façon indélébile dans son cerveau? Ça ne se passe pas sur toute la vie. Ça se passe à un moment où le cerveau est encore très frais pour accueillir ça. Et c'est en gros soit l'enfance, mais l'enfance c'est un peu à part, soit les années où on va au cinéma, où on va beaucoup au cinéma. Alors le cas le plus exemplaire, c'est Godard. Godard, toute sa vie, Godard a été habité par des films qui reviennent, mais pendant 45 ans, ça revient dans ces films. Et ces films-là, quand on regarde bien, il les a vus sur une période de 6 ans. C'est-à-dire, en 6 ans, il a tout vu, il a tout assimilé. Et les films qu'il a vus pendant ces 6 années, en gros, c'est quand il arrive à Paris, qu'il commence à rôder un peu avec les cahiers. Et après, non. C'est-à-dire qu'après, c'est comme si, pour Godard, les événements, les films qui sont rentrés dans son cerveau, à un moment, ça s'est arrêté. Et après, les autres cinéastes, pourtant il y a eu beaucoup de films après, il y a eu des gens qui ont fait aussi des grands films, ça ne rentrait plus. Alors c'est une chose assez juste, je trouve, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on rencontre de moins en moins de films qui s'inscrivent profondément en nous. C'est pas que les films sont moins bons qu'à l'époque où ils se sont inscrits en nous. C'est juste qu'à un moment, voilà, c'est fait. Enfin, ce qui nous constitue comme amoureux du cinéma est terminé. Il n'y aura plus de grandes rencontres comme ça. Enfin, ça arrive encore. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai vu Eyes Wide Shut, ça a été aussi important pour moi que les films que j'avais vus quand j'ai été étudiant en cinéma. Mais c'est de plus en plus rare. En tout cas, évidemment, on re-rencontre beaucoup de très beaux films ou de très grands films, mais la marque qu'il laisse dans notre cerveau n'est plus la même. Il y a quelque chose comme ça de ça. Alors, c'est ce que dit Julien Gracq. Julien Gracq, qui est un écrivain français qui a beaucoup écrit sur la création. Et il dit que en littérature, à partir d'un certain moment, un écrivain ne peut plus rien faire des romans contemporains. Il dit à un moment, et il dit notamment les gens plus jeunes que moi qui font des romans, même si c'est très bien, je ne peux rien en faire. Donc il y aurait quelque chose comme ça de c'est pas par refus, c'est pas par ce dont je parle là, c'est la capacité d'une œuvre à marquer profondément la mémoire de la création. C'est comme si la mémoire de la création, finalement, elle se limitait à quelques années. C'est pour ça qu'il ne faut pas les rater, ces années-là, parce que sinon, on ne sera jamais cinéaste. C'est-à-dire l'enfance, c'est quelques films très précis, et après, l'adolescence, enfin, les années, tout ça, s'arrête à, je sais pas, à 25 ans. Donc dépêchez-vous, ceux qui n'avaient pas encore 25 ans, d'accumuler tout ça. Alors, je vais essayer maintenant de suivre quelques-uns de ces passages secrets, plus secrets. Bon, je vais partir de Pickpocket. Oui, il y a un passage qui me passionne, moi, c'est comment Pickpocket
est passé dans Mes petites amoureuses de Jean Eustache. Et c'est passé de façon, là, pour le coup, très très secrète, et notamment dans la scène de la kermesse de Mes petites amoureuses. Alors je vous montre peut-être d'abord la scène de la kermesse. Ah, il s'est accroché. T'as brouillé. Ce sont les filles de Sainte-Marie. Il est ben trop petit. Vite un maître d'équipage qui lui rit au nez, en lui disant point d'engage les tout nouveau-nés. Julien parlait de Frémousse, mais t'es mal bâti pour faire un tout petit mousse. T'es ben trop petit, mon ami, t'es corps trop petit. Dans son palais de Versailles, j'ai trouvé le roi. Je suis garde de Cornouailles, sire, équipez-moi. Mais le grand roi Louis XVI en lui dit, pour être garde française, t'es ben trop petit, mon ami, t'es ben trop petit. La belle à Bretagne au printemps suivant, et Grégoire entre en campagne avec Jean Chouan. Les langues passaient d'Amboise au-dessus de lui, en sifflotant dédaigneuse. Il est trop petit ce joli, il est trop petit. Cependant une le frappe entre les deux yeux, par le trou l'âme s'échappe, Grégoire est aux cieux. La Sainte-Claire qui dérange lui dit hors d'ici, il nous faut un camarade. T'es ben trop petit mon ami, t'es ben trop petit. Mais en apprenant la chose, Jésus se fâcha, en trouver son manteau rose pour qu'il s'y cachât. Fit entrer ainsi Grégoire dans son paradis, en disant mon ciel de gloire. En vérité, je vous le dis, et pour les petits. Voilà donc, d'abord 2 ou 3 mots sur cette scène. Elle a été entièrement... il n'y avait pas une vraie kermesse, il n'y avait rien, c'était une cour d'école. Et Eustache a tout fabriqué. Il a fabriqué les stands, il a fait venir des gens, il a fait venir des gens de la ville, de l'école, etc. Et j'ai appris ça il y a une semaine, parce que Luc Béraud a écrit un livre très beau sur son travail avec Eustache. Luc Béraud a été son assistant sur 4 films, les plus importants, hein, Maman et la putain, Petites amoureuses, et il dit que parmi les figurants, il y a Sandro Franchine. Sandro Franchine, c'est le petit garçon qui se suicide dans Europe 51 de Rossellini. C'est-à-dire qu'il y a... Évidemment, là, il est grand. C'est-à-dire que c'est comme si, finalement, Eustache convoquait un autre petit garçon que le sien, et qui est le garçon du début d'Europe 51. Mais bon, cette séquence, en fait, vous avez remarqué qu'à un moment donné, il touche la petite fille, et il y a une coupe, et le plan d'après, il a les yeux fermés, il les ouvre. Et l'acteur, quand on lui a posé des questions sur scène, il dit « Je ne comprenais pas pourquoi Eustache voulait absolument que je ferme les yeux et que je les ouvre à un moment très très précis. » Et pour lui, c'était de la maniaquerie. C'est-à-dire pour lui, il ne comprenait pas évidemment pourquoi ouvrir les yeux était si important pour Eustache. Alors on va le voir, c'est parce que quand il tourne dans cette scène, Eustache est totalement habité par le début de Pickpocket, qui est exactement la même chose, notamment sur si vous voulez, au début de Pickpocket, le motif, c'est le vol de l'argent,
Et en même temps, c'est évidemment une tension très très sexuelle. Le vol n'est que finalement l'apparence, hein. La tension qui règne là-dedans, elle est d'ordre sexuel. Et finalement, ce que fait Eustache, c'est que ce qui était un peu caché chez Bresson, il le rend visible. C'est-à-dire la main touche, enfin, ce qu'elle fait est de l'ordre du sexuel. Alors je vous montre l'extrait de Pickpocket. Je sais que d'habitude, ceux qui ont fait ces choses se taisent, ou que ceux qui en parlent ne les ont pas faites. Et pourtant, je les ai faites. Depuis plusieurs jours, ma résolution était prise. Mais en aurais-je l'audace? Allô, allô. Les chevaux sont sous les ordres. Parti. Au complet, appui de suite un commandement suivi de Storm, Brigand, Râleur, Manu, Ficelle, Betty et Pacha. J'aurais mieux fait de m'en aller. Avant un petit bois. Râleur, Brigand, Storm, Manu, Ficelle, Betty sont groupés devant Pacha, Védom et la Pomme. Dans la descente, Râleur, Manu, Ficelle, Betty, Storm sont suivis de Pacha et Védom. À hauteur du pavillon, Brigand, Storm, Râleur, Manu, Ficelle sont à la lutte devant Betty. Ordre d'arrivée. Premier Storm. Deuxième Brigand. Troisième Râleur. Voilà, donc le sujet est le même, hein, exactement le même. Et le sujet n'est pas faire quelque chose dont le rendement est dans le réel. Puisque c'est évident, enfin, le pickpocket, on le verra après, il ne vole pas pour gagner de l'argent, puisque ce qu'il vole, il n'en fait rien. Il le met chez lui, il ne vend rien. C'est-à-dire que c'est purement un combat contre lui-même. C'est-à-dire, je suis capable de faire ça, je peux le faire, mais il n'y a aucune fonction dans le réel, c'est juste une fonction par rapport à lui-même. C'est exactement la même chose sur le petit garçon. Deux petites amoureuses. C'est évident que cette petite fille, elle est trop petite, qu'il y a sa grand-mère à côté, c'est évident qu'il ne pourra rien faire de cette petite fille. Mais c'est exactement le même personnage que Pickpocket, c'est-à-dire je me prouve que j'ai le courage de faire ça. Et c'est un combat contre lui-même, et pas du tout... il n'y a aucune efficacité, il n'attend de son geste, aucune efficacité dans le réel. Donc par rapport à ça, évidemment, c'est le même sujet, mais Eustache... c'est pas une citation, c'est pas une copie. La preuve, c'est que bon, il y a quelque chose qui est très très semblable, c'est la posture. C'est-à-dire que le petit garçon d'Eustache, il est exactement comme le pickpocket, c'est-à-dire il est rigide. Quand on est sur lui, on ne voit pas ce que fait sa main, et
il est dans la même posture comme ça, très intérieure par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et vous avez vu que le fameux clin d'œil, enfin, fait d'ouvrir les yeux, c'est au centième de seconde, exactement au même moment dans les deux films. Et alors, Eustache a été tellement impressionné par cette séquence que, en fait, il l'a divisée en deux dans son film. Et avant cette séquence-là, il y a l'argent, puisque là, on voit les billets. Donc là, lui, il en fait une scène sexuelle. Et avant, il y a la scène avec l'argent, puisqu'on voit un type qui ouvre une sacoche pleine d'argent et il dit au garçon, tu veux toucher parce que c'est un riche et que lui, c'est un pauvre. Donc, c'est la même scène divisée en deux, si j'ose dire. Mais il ne copie pas. La preuve, c'est que le principe bressonien, c'est que ils sont à un spectacle qui est la course de chevaux, mais Bresson ne filme pas l'autre axe. Alors qu'au contraire, Eustache filme l'autre axe, qui est les petites filles qui chantent. Ça fait partie de son scénario, mais aussi parce qu'il n'a aucune envie de... En voyant cette séquence, on se dit, tiens, il refait la séquence de Pickpocket. C'est purement interne à lui, c'est un truc de création, pour le coup. C'est-à-dire, dans sa tête, quand il tourne sa scène, il est habité par une scène qui vient d'ailleurs et qui est celle de Pickpocket. Alors, ça me fait penser... alors, juste un truc, parce que c'est assez intéressant. Dans le scénario, Eustache avait écrit sur le petit... La main descend vers le ventre, le sexe, les cuisses. La petite fille bouge un peu, mais pas pour se débarrasser de lui. Donc, il avait imaginé à l'écriture une scène beaucoup plus directe, où le garçon aurait touché le ventre, enfin le sexe de la petite fille. Évidemment, il ne le tourne pas, pour des raisons évidentes. Il ne le tourne pas parce que ce n'est pas son cinéma, et surtout, il y a Bresson. C'est-à-dire, c'est Bresson, c'est impensable qu'il y ait une scène comme ça de palpation. Alors ça me fait penser à une chose qui est... Je ne sais pas si Eustache connaissait ça, mais c'est le tableau de Balthus qui s'appelle La Rue, où il y a un homme qui tient une petite fille comme ça devant lui, et dans le premier état du tableau, il avait la main sur le sexe. Et après, Balthus il a effacé la main qui est sur le sexe et il a mis la main plus haut. C'est-à-dire, c'est un peu le même... C'est comme si Eustache avait fait le même travail que Balthus entre le moment du scénario et le moment... Mais j'ai aucune preuve directe que Eustache aurait été un admirateur de Balthus, enfin, même si parfois je peux le penser, mais voilà, c'est juste un rapport que je fais, moi. Alors voilà pour ça. Je vais vous montrer une autre scène qui est directement bressonienne, qui vient de Bresson, de façon très très surprenante, en fait, c'est Jacques Demy. Quand Jacques Demy fait son premier film, L'Abbé des Anges, le Pickpocket vient de sortir un an avant, et alors que le cinéma de Demy, c'est le contraire du cinéma de Bresson, il est tellement sous le choc qu'il a eu en voyant le film de Bresson, que finalement, il va prendre un acteur qui est totalement non demien, et il va en faire un acteur bressonien dans un film qui n'a pas à être bressonien. Donc, je vous montre juste ça n'est pas sous-titré, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est à voir, c'est le corps et le jeu, et puis la façon dont Demy fait jouer ça. Rien ne va plus. Qu'est-ce que tu as? Pour t'avoir quitté hier, je suis retourné là-bas. J'ai perdu un maximum. Combien? Rien de dire ici, attention. Faut que je m'en fasse au plus vite. Monsieur Fournier, monsieur le directeur vous demande. Vous prenez vos congés à partir de samedi, n'est-ce pas? Oui, monsieur le directeur. Vous donnerez à monsieur Fournier ses bulletins de salaire. Oui, monsieur le directeur. Vous voulez le signer, s'il vous plaît? Faut absolument que tu viennes avec moi samedi. Je compte sur toi pour me renflouer. Tu parles. Ah bah, c'est une intuition, tu peux pas m'enfuir de ça. Quand? Je te l'ai dit samedi. Le samedi, je peux pas, j'ai 1000 choses à faire. Si
Tu viens pas, je suis perdu. J'essaierai, mais je te promets rien. Tu as l'intention de jouer combien? Voilà, donc même si vous comprenez pas le français, la musique et la façon dont cet acteur joue, c'est directement issu de Pickpocket, de Bresson, y compris le physique, y compris cette façon de se tenir, de sortir les mots absolument comme ça. Donc ça veut dire que ce film-là, j'aurais pu montrer 10 autres extraits de films, de cinéastes qui arrivent juste après Pickpocket et qui sont tous complètement habités par Pickpocket et qui ne peuvent pas s'empêcher de repartir de là. Alors, je vais passer à... Et notamment, même Godard, dans Vivre sa vie, il y a des scènes qui sont absolument bressoniennes. Or, Godard et Bresson, c'est quand même assez éloigné en termes d'esthétique. Alors, je vais passer à quelque chose de minuscule, mais j'aime beaucoup les choses minuscules qui disent parfois plus de choses que les choses massives, si vous voulez, sur la transmission. Alors, là, c'est beau, parce que c'est une situation... Pour aller vite, un couple en fuite, enfin un couple hors de chez lui, et une trahison possible. Donc ça, c'est Monica. À un moment dans Monica, l'ex-amant de la fille arrive sur l'île, s'attaque à leur bateau, etc. Donc, et pour Harry, c'est une trahison, c'est-à-dire voilà, son amour a été trahi par l'ancien amant de sa copine. Alors, on va le voir. Alors, j'en profite juste pour dire que ce plan-là, c'est inscrit directement dans la tête de Godard et il va le faire plusieurs fois dans Pierrot le Fou. Normalement, quand un bateau part, au bout d'un moment, on coupe. Et Bergman ne coupait pas. C'est-à-dire le bateau partait de devant la caméra et finissait un petit point. Et Godard va refaire exactement ça dans Pierrot le Fou, sans aucun respect de soi-disant impatience du spectateur, évidemment. Vänta, låt mig. Nu går det till, kom nu. Aj, vad du är klok. Försök att få ner lite grann då. Du håller ju inte takten, Jo, det gör det ju du som klappar på. Nu går det sådär, nu, titta. Båten brinner. Va? Det är någon där.
Voilà, donc, c'est rien. Enfin, je veux dire, il y a un couple qui danse avec un tourne-disque. On se demande bien d'où vient le tourne-disque, hein, puisque on les a vus partir. Évidemment, ils n'avaient pas une valise avec un tourne-disque, et au bord de l'eau. Et à ce moment précis, arrive un tiers qui vient menacer leur histoire d'amour, qui vient menacer le fait qu'ils ont quitté la ville, qu'ils ont quitté leur vie normale. Donc, ça pourrait être absolument anecdotique. Godard, Monica et Voyage en Italie, c'est deux films qui occupent une grande place dans son cerveau inconscient et conscient. Donc, peut-être qu'il ne le sait même pas, mais il a enregistré, si vous voulez, cette structure, un tourne-disque au bord de l'eau et une trahison et un bateau. Et voilà tout ça. Il va le reprendre absolument dans le désordre. C'est un pur signifiant, hein, c'est pas de l'ordre du signifié, c'est un pur signifiant, et il va le reprendre dans Pierrot. Et tes parents, ils vivent toujours? Oui, ils se sont jamais quittés. Ils ont failli se séparer une fois. Papa allait faire un voyage, ce Blue. Enfin, un tout petit voyage. Ils n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter 2 places. Maman l'a accompagné jusqu'à l'autocar. Et puis ils se sont regardés. Elle depuis en bas, lui depuis la fenêtre. Et au moment où l'autocar a démarré, papa est descendu à toute vitesse. Il ne voulait pas quitter ma mère. Mais pendant qu'il descendait par la porte devant, elle est montée par la porte derrière. Elle ne voulait pas quitter mon père. Finalement, papa a renoncé à son voyage. Qu'est-ce que tu faisais quand tu travaillais dans un ascenseur? Oh, rien. Je regardais le visage des gens. C'était où? Aux Galeries Lafayette. Pourquoi toutes ces questions? J'essaye de savoir qui t'es exactement. Je n'ai jamais su, même il y a 5 ans. Oh, moi, je suis très sentimentale, c'est tout. Faut être rudement con pour trouver ça mystérieux. Et ton frère, qu'est-ce qu'il fait exactement? Je Oh, sais jamais si tu racontes des histoires ou pas. mon frère, oh, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Tel Aviv? Mais écoute, en ce moment, il y a la guerre au Yémen. T'es vraiment au courant de rien. Il reçoit de l'argent du gouvernement royaliste. Et les autres? Ils travaillent pour la Ligue arabe? On sait pas, sûrement. Il y a vraiment une troupe de danseurs? Qu'est-ce que ça peut te faire? À quoi ça lui sert d'avoir une couverture? Le trafic d'armes aujourd'hui, ça se fait presque officiellement. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Réponds. Bon, je vais te dire quelque chose. Dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Dans un jour, ça doit faire dans les 100 000. Une vie moyenne doit faire 250 milliards de secondes. Depuis qu'on se connaît, nous deux, on s'est vu en tout 1 mois. Si on additionne tout ça, ça fait que moi je t'ai vu seulement pendant 1 ou 2 millions de secondes. Sur 250 milliards qui fait ta vie, c'est pas beaucoup. Alors ça ne m'étonne pas que je ne sache pas qui il est, mon enfant. Tu veux bien le faire? Oui, c'est tout ce que je veux. Oh, quel micmac. Tu sais, 6, 7, 8, c'est fantastique. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc, la situation, c'est... elle fait croire à Belmondo que le type, c'est son frère. Or, c'est pas son frère, c'est son amant. Et il vient lui aussi la rejoindre sur l'île. Et donc, la situation est strictement la même
que celle de Monica. Et du coup, ça amène chez Godard la danse et le tourne-disque. Et le tourne-disque, bon, le plan est... Parce qu'on se dit, mais pourquoi il a mis le tourne-disque au bord de l'eau et il y a la vague qui vient faire un peu bouger le disque? Évidemment, et je ne suis même pas sûr que ce soit conscient. En l'occurrence, ça, c'est un cas de figure où je ne pense pas que Godard, quand il a tourné la scène, il s'est dit, tiens, je refais Monica. Je pense que ça s'est passé de façon plus confuse pour lui. C'est-à-dire, ça lui a rappelé ça, il a demandé un tourne-disque et il a fait, la même scène. Et ça se ressemble beaucoup, hein, parce que tout de suite après, dans Pierrot, il va y avoir les armes. Là, il y a les armes, c'est-à-dire que sauf que les petits signifiants, au lieu de les garder regroupés, il les disperse. De la même façon que Stache dispersait dans la scène de pickpocket le sexe et l'argent. Il séparait les deux, il est dispersé dans son propre film. Alors, un film plus récent, qui tricote beaucoup avec ça, et ça, je ne sais pas si c'est conscient ou pas conscient, c'est Moonrise Kingdom, où c'est la même situation, c'est-à-dire que c'est un couple qui quitte la société, puisqu'ils vont de l'autre côté de l'île, et puis il y a une espèce de moment édénique sur l'île déserte. Donc, la situation est quand même très très proche de celle de Monica, mais je ne suis pas sûr je ne sais pas si le cinéaste a vraiment en tête quand il fait ça. Je pense que le film de Godard, il l'a en tête. Monica, je ne suis pas sûr. Ça veut dire qu'il y a des choses qui passent parfois entre 3 générations. La deuxième le sait et la troisième ne le sait pas. Et repart de la deuxième, si vous voulez. C'est-à-dire c'est une espèce de chaîne comme ça, y compris des chaînes de détails et de signifiants. Now Saint-Saëns turns to a very peculiar animal indeed, called the pianist. Any of you who have ever had to sweat through piano exercises will sympathize with these animals, I'm sure. I like it here, but I don't like the name. Me neither. Mile 3.25 title and it's got no ring to it. Let's change it. What should it be? Let me think for a minute. I made you some jewelry. Are your ears pierced? It's pretty. Do the other one. Why do you always use binoculars? It helps me see things closer, even if they're not very far away. I pretend it's my magic power. That sounds like poetry. Poems don't always have to rhyme, you know. They're just supposed to be creative. So, what do you want to be when you grow up? I don't know. I want to go on adventures, I think. Not get stuck in one place. How about you? Go on adventures too. Not get stuck too. Anyway, we can't predict the exact future. That's true. It's possible I'm here with the bed, by the way. Later, I mean. Okay. I wish I didn't have to mention it, but just in case. I don't want to make you be offended. Of course I won't. What's that one for? Yeah. It's not an accomplishment button. I inherited it from my mother. It's not actually meant for a male to wear, but I don't give a damn. Are your foster parents still mad at you for getting in trouble so much?
I don't think so. We're starting to get to know each other better. I feel we're in a real family now. Not like yours, but similar to one. I always wish I was an orphan. Most of my favorite characters are. I think your lives are more special. I love you, but you don't know what you're talking about. I love you too. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. I got sand in my mouth. Can you French kiss? I think so. Is there any secret to it? The tongues touch each other. Okay, let's try it. It feels hard. Do you mind? I like it. Tilt your head sideways. Voilà, donc c'est quand même plus que troublant quand dans une situation qui est absolument identique, on trouve le même plan avec le tourne-disque au bord de l'eau. Et alors cette scène, apparemment il n'y a pas de rival, mais c'est encore pire. C'est-à-dire qu'après cette scène, ils vont dormir dans la tente, arrive toute la communauté de l'île. On arrache leur tente, c'est-à-dire le rôle que joue Lélé dans Monica. Là, c'est la communauté entière. Hein. C'est les parents adoptifs, le flic, etc. Tout le monde va venir s'interposer dans cette relation amoureuse. Alors cet extrait, cette année, c'était l'extrait pour le concours international de la FEMIS, puisque à FEMIS, il y a un extrait pour l'Europe et il y a un extrait pour l'international. On s'est posé beaucoup de problèmes pour les pays intégristes. Parce qu'à mon avis, ça va très mal se passer. La scène est quand même... voilà, donc ça veut dire que c'était aussi une épreuve pour nous, pour les pays qui sont obligés de passer ça, puisque ça se passe à l'ambassade de France. Donc voilà, c'était quand même aussi une façon d'affirmer quelque chose sur la France et sur la liberté par rapport au cinéma. Alors... J'aurais pu rajouter, mais bon, ça aurait été trop long, la balade sauvage de Terrence Malick, où il y a la même scène. C'est une île au milieu des rivières, et à un moment, ils dansent tous les deux. C'est la même situation. Hein. C'est un couple en fuite, ils ont tué quelqu'un, etc. C'est exactement la même situation, sauf que c'est pas un tourne-disque, c'est une radio, mais c'est pareil. Enfin, c'est comme si petit à petit la transmission s'était un peu déréglée. Alors, j'en viens à quelque chose qui est beaucoup plus intime. C'est le rapport du mépris de Godard avec le voyage en Italie. Quand Godard fait le mépris, il se met exactement dans la même situation que le voyage en Italie. C'est-à-dire un couple d'étrangers en Italie qui ne comprennent pas grand-chose à l'Italie, enfin, qui s'occupe très très peu de l'Italie. Et Godard va déplacer les questions. Donc, vous vous souvenez que dans Voyage en Italie, elle va visiter le musée de Naples, le musée des antiquités de Naples, et elle est face à face avec des statues. Donc, je vous le montre.
Here we have a young disc destroyer, a Greek. And here are the emperors. This is Caracalla. He built the famous public baths in Rome. He killed his brother right in his mother's arms. This is Nero. You must have heard of him. He has the face of a baby, but he was a madman. He burned Rome and killed his whole family, even his mother. Tiberius. He spent almost all his life on the Isle of Capri because he liked to live well. He was a little crazy too. He used to feed his slaves to the fishes. Funny emperors, don't you think, lady? This is the Venus I like most. She's not as young as the others. She's more mature. Don't you agree, lady? Perhaps I wouldn't know. And over here is the marvelous Farnese Hercules. It was found in the baths of Caracalla in Rome. It is over 10 feet tall and 2,200 years old. It shows Hercules resting on a club. It looks like everybody takes a rest around here, except me. Oh, it's wonderful. Now there's the famous Farnese. Voilà donc cette sculpture extrêmement massive et impressionnante. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez à Naples, vous ne pouvez plus la voir comme ça, parce qu'avant, elle était sur... Quand Rossellini tourne, elle était sur un piédestal. Ils ont viré le piédestal, et du coup, ce plan-là, on ne peut plus le faire aujourd'hui, hein, puisque même si on se met sur le Hercule, les personnages sont plus bas. Et le côté écrasant, le fait que cette sculpture écrase les humains, on l'a perdu. Alors il faut savoir que par rapport au voyage en Italie, Rossellini était quelqu'un qui détestait les complications, les machineries, les trucs, etc. 2 fois, il a voulu faire venir une grue de Rome. C'était assez compliqué, assez cher. C'est qu'il en avait vraiment besoin. Rossellini n'était pas quelqu'un qui disait « je veux faire un mouvement de grue ». Donc il y a ce plan où on va monter dans le dos de la sculpture. Et puis, il y a le miracle final où il avait besoin d'une grue aussi dans la foule. Donc, s'il fait ce plan, c'est parce qu'il, lui, en a vraiment besoin. Godard, donc, connaît ce film absolument par cœur. Et quand il fait Le Mépris, il a la même idée. Enfin, je vais montrer le rapport des dieux et des hommes. Mais le rapport des dieux et des hommes, il est cassé. C'est-à-dire que elle, c'est un face-à-face. Elle regarde les sculptures, notamment le disco-ball du début, c'est-à-dire elle est confrontée à quelque chose. Et Godard, il n'y a même plus la confrontation. C'est-à-dire Godard dit « les dieux surveillent les hommes, agissent sur eux, mais eux ne s'en aperçoivent même pas ». C'est-à-dire le couple du mépris ne se rend pas compte que les dieux agissent sur eux. Fight against the gods, the fight of Prometheus and Ulysses. C'est les combats contre les dieux, le combat d'Ulysse. Minerve, là, non? Ja, die Beschützerin von Odysseus. C'est la protectrice d'Ulysse. It's Neptune, der Todfeind von Odysseus. Et ça, c'est Neptune, son ennemi mortel. Voilà, j'arrête une seconde. Neptune, Godard va travailler sur comment il filme Neptune, évidemment par rapport au plan de Rossellini.
sur l'idée d'écrasement, de jugement, etc. Et il ne le trouve pas tout de suite. C'est-à-dire là, c'est un zoom avant. Et vous allez voir après, il va trouver la façon de faire un plan qui reprend, à la façon de Godard, le plan qu'on a vu sur Hercule. Il va trouver l'équivalent avec des moyens très simples. Il n'a pas de grue, Godard, mais il va trouver. Il va faire un petit travelling. Vous allez voir, la sensation qu'on va avoir sera exactement la même. Alors, je vais vous le montrer. Alors, avant, je vous montre quelque chose. Je vous montre le Pompéi. You know, I understand how you feel. I was pretty moved myself. But you must try to pull yourself together. Oh, did it affect you the same way? I've seen so many strange things today that I didn't have the time to tell you about. There are many things I didn't tell you. I'm sorry I answered you in such a stupid way when I came back this morning. Why? Our situation is quite clear. Bon, j'arrête, vous connaissez ça par cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est un couple qui est sur le point extrême de se séparer et qui traverse une ville morte, une ville où il n'y a rien. Et les dieux... Et Godard va faire une chose magnifique dans son film, c'est qu'il va faire lui aussi la traversée d'une ville morte et il va montrer que le destin des personnages est sous le regard des dieux, dans la même scène. C'est-à-dire il va prendre deux choses qui sont séparées dans Végétalie et il va les mettre ensemble. Donc là, il y a l'affichage conscient des films qui importent pour lui, Atari, parce que il dit je voudrais réussir un film d'Antonioni en le tournant comme un film de Hawks. Donc c'est assez méchant pour Antonioni, mais c'est pour ça qu'il met Atari. Il met Rossellini, Vanina Vanini et il met Psyché. L'adresse, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc il a trouvé comment faire sans grue l'équivalent du plan de Rossellini, qui était très compliqué. C'est vivant, ça tourne autour. On voit bien que les dieux surveillent les hommes, enfin, ou leur donnent leur bénédiction, ou au contraire leur malheur. Je vais aller très vite, parce que, comme toujours, j'ai dépassé. Je voudrais montrer un cas qui me plaît beaucoup, parce que je l'ai découvert presque par hasard, toujours au concours de la Fémis. Je ne pense pas qu'à ça, mais il se trouve que ça tombe sur ça. J'avais mis il y a 2 ans un extrait de Shokuzai, qui est un film de Kiyoshi Kurosawa. Et du coup, j'ai beaucoup vu cette scène, puisque c'était celle que j'ai proposée aux candidats au concours. Donc, je vous la montre rapidement.さえ、聞いてくれ。君は本当に少女の体のまま大人になったって言ってたよね。
どうしてだ？知らない。君も僕と同じことを望んだからだよ。僕は君に女であることを要求しない。君の体に指一本触れなくたっていい。それでも君を心の底から愛して、外の世界から君を全力で守りきってみせる。でも高弘さん、私どうしたらいいの？さあ、立って。夜だけでいいんだ。人形でいてくれ。あとは自由にしてもらって構わないから。さえ、僕の夢を叶えてくれてありがとう。Voilà, donc, à force de revoir cette scène, je me disais, moi-même, j'avais quelque chose dans la tête, mais que je ne trouvais pas. C'est-à-dire que cette histoire de montagne russe, un qui se baisse, l'autre qui monte, le couloir, etc. Je savais que j'avais quelque chose dans mon disque dur qui ressemblait à ça, et j'ai fini par le trouver. C'est évidemment un film japonais, et Kiyoshi Kurosawa est un très très grand cinéphile, et donc je suppose qu'il avait évidemment Misoyu en tête, donc voilà d'où ça venait. Enfin, en tout cas, je ne sais même pas si c'est conscient là aussi, si quand il a fait sa scène, il s'est dit je refais la scène de Misoyu. Je n'ai peut-être pas pris le bon. Oui.この屋の主として私が何か言わんならんとこでしょう。突然こんなことを言いまして驚かれるかもしれませんけど、今ここでお願いしておきませんと。
どんなことです？実は私がここへ来ますについては固い決心があってまいりましたんです。固い決心？どうぞ私を形だけの嫁にしておいてください。私は姉さんの心を察してまいりましたんです。そうですさかいアンさんに身を任せては姉さんにすいます。私は一生上辺だけの嫁で結構ですよ。どうぞ姉さんを幸せにしてあげてください。なんということを言うのです。いいえ、私にはよう分かってます。姉さんはこれまで私に縁談が起こるたびに私を誰にも取られとうない言うて自分から邪魔して話を壊してしまわはりますね。それが今度はアンさんなら取られたような気がする、兄弟が一人増えたような気がする言うて。ヒズさん、それだけあれします。姉さんはアンさんにお目にかかってから急にお顔の色もツヤツヤして。それはあんたの思い過ごしやないか？いいえ、一旦夫婦となった上は不足なところがあっても何事も約束事やと思うてもらわな困る。あんたが姉さんを思うてあげる気持ちは結構やが、だからといって私にまで釣れない仕打ちをするなんて、そんなこと姉さんが望んでいられるわけはないやないか。アンさんも姉さんがお好きですやろ。私をもろうてくださったのもいつも姉さんと一緒にいたかったからと違いますのか。そんなことは。どうぞ私には隠さんといてください。それは慕ってます。隠しません。けれど私はあの人を兄弟だと思っているのだし、あなたが何としてくれたところでどうもなりようはないのやから。私はどうしても姉さんの思ってはるお方を取ることはできます。私が好んだらお二人の中の橋がないようになる思って、私こそアンさんの妹にしてもらうつもりできましたんです。そんならあんたは姉さんのために一生うずもれてしまう気か？いいえ、姉さんかと一緒です。思う方があってもままならぬ掟に縛られていやはるのです。姉さんを幸せにしてあげてください。姉さんを思ってくださるのでしたら私と同じ気持ちになって。しずさん、あんたは海女さんの絵になってもええのか？ええのです。私はええのです。
le sujet est le même. Parce que c'est un couple qui se marie et qui décide que le mariage sera un mariage blanc. Les causes ne sont pas les mêmes, mais la situation est exactement la même entre les deux. Et évidemment, le plan séquence de Mizoguchi est absolument sublime. Hein, et vous imaginez réussir ça, c'est-à-dire il faut que la caméra roule, il faut que le cadreur recadre, redescende, suive le rythme. Et c'est ça que Kiyoshi Mizoguchi a voulu refaire. Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il a voulu refaire, il avait ce rythme dans la tête, la situation était assez proche, et il refait, consciemment ou pas, le même plan. Bon, je vais, juste avant d'arrêter, il y a d'autres façons que l'ADN se transmette d'un film à l'autre, et il y a d'autres agents de transmission. Parmi ces agents, il y a évidemment les acteurs, mais là, il faudrait une journée pour parler de ça, c'est-à-dire comment l'ADN de certains films passe dans d'autres films par le corps des acteurs, ou par le rythme des acteurs, etc. Ça, c'est un très grand sujet. Et il y a une autre façon, il y a un autre agent comme ça, de transport de l'ADN, c'est les chefs opérateurs. Il y a des choses qui passent de film en film sans que le réalisateur le sache, par le biais du chef opérateur. Je prends juste, je vous signale 2 exemples que je trouve assez significatifs. Le premier, c'est Pierre William Glenn, dans ses débuts de jeune chef opérateur, il a fait Out-One de Rivette. Et dans Out-One de Rivette, il est plus que cadreur. C'est-à-dire, Rivette lui dit, bon, allez, les acteurs vont improviser et tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux. Et donc, il a appris à chercher, à comprendre, à approcher les situations. Et après ce film-là, Alain Corneau lui demande d'être son cadreur sur Série Noire. Et Corneau, c'est le contraire de Rivette. Corneau, c'est un type qui a très peur de filmer, donc il fait des storyboards, il fait du découpage et tout. Et Pierre-William Glenn lui dit, écoute, j'ai fait un film avec Rivette, c'est un film bizarre, mais est-ce qu'on ne pourrait pas filmer finalement certaines situations comme ça? C'est-à-dire, tu me laisserais faire ce que je veux avec la caméra. Alain Corneau a très peur, c'est pas son cinéma, mais il finit par accepter. Et du coup, le film, bon, c'est un très beau film, hein, Série Noire de Corneau, à cause de tout, à cause des acteurs, Et effectivement, là, quelque chose se transmet presque contre l'intention du réalisateur par le biais d'un chef opérateur. Là, il y a une autre histoire comme ça que je trouve... Bon, il y a beaucoup d'histoires comme ça, hein. Les chefs op sont des agents de transmission essentiels dans le cinéma. Et parfois, ils apportent dans un film des choses sans dire d'où ça vient. Et ça vient de leur expérience à eux, d'un film qu'ils ont fait avant. Alors, il y a un cas aussi très beau, toujours lié à Eustache. Quand Eustache tourne La Maman et la putain, il n'a aucun matériel. Il ne peut même pas faire des mouvements de dolly, il n'a rien. Et comme les gens vivent au sol, le matelas sur le sol, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de meubles. Et du coup, sans arrêt, il faut filmer des acteurs qui sont au sol et qui se relèvent. Et évidemment, si on fait ça en faisant un panoramique, c'est horriblement moche, puisqu'on est dans l'axe du personnage assis, et quand il se relève, ça fait une déformation, c'est monstrueux. Et du coup, Eustache, il se dit, c'est laid, qu'est-ce que je peux faire? Et son chef opérateur, qui était Pierre Lhomme, lui dit, écoute, moi j'ai été assistant chef op sur un film de Jacques Becker qui s'appelait Les aventures d'Arsène Lupin. Et il dit, et voilà comment faisait Becker. Becker, il avait le même problème que toi, c'est-à-dire qu'il filmait d'abord un plan quand le personnage était au sol, il le faisait se relever, et après, il faisait un deuxième plan où on voyait le personnage qui sortait du bas du cadre, et il trouvait le bon raccord entre les 2 plans. Et Eustache trouve ça génial, et il va faire ça pendant tout le film. C'est-à-dire que du coup, quand quelqu'un se lève, il y a 2 plans. À l'époque, personne en France avait vu les films de Ozu. Or, Ozu fait ça tout le temps. Parce qu'Ozu, lui aussi, ses personnages sont assis au sol et de temps en temps, ils se relèvent.
Et du coup, moi j'avais écrit un article là-dessus, j'avais appelé ça « L'homme qui se lève », c'est-à-dire comment finalement Ozu avait inventé un système pour filmer sans panoramique et en restant au niveau du personnage, l'homme qui se lève. Alors, ce qui est formidable, bon, d'abord, Eustache, je ne connaissais pas, les films d'Ozu, à l'époque, on ne les voyait pas, ils étaient absolument invisibles, ils sont arrivés très très tard en Europe, et Eustache dit oui, mais après, au montage, j'adore ça, au lieu de chercher le bon raccord où on n'aurait pas vu le passage entre le plan en bas et le plan en haut, il disait à sa monteuse, non, décale un peu, je veux qu'on voit qu'il y a eu deux plans. C'est-à-dire, je ne veux pas que ce soit lisse le passage du plan du bas vers le plan du haut. C'est-à-dire qu'il prenait quelque chose qu'il n'avait pas inventé, mais il en faisait quelque chose à lui, qui était de dire, j'aime pas que les plans s'enchaînent de façon lisse, je veux qu'on sente la coupure. Je suis un peu en retard, mais je suis à peu près arrivé au bout de ce que je voulais vous dire.